بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Je continue donc cette série des vidéos sur le chapitre 5 de la mécanique analytique. Je suis maintenant au paragraphe dans lequel je vais aborder les variables canoniques angle action. Alors, de nombreux cas de système intégrable. Dans ces systèmes, le mouvement sera périodique ou quasi-périodique. Ceci donc sera défini dans la suite. Et donc l'hamiltonien ne dépend pas explicitement du temps, c'est-à-dire que l'énergie est une constante. Pour ces systèmes-là, il existe un nouveau jeu de variables canoniques qui est relativement adapté. Ce sont les variables canoniques angle-action. Ces variables sont également des variables privilégiées lors de l'étude des systèmes perturbés, en particulier pour déterminer les invariants adiabatiques. Ceci donc sera vu ultérieurement. Sachant donc que la méthode angle-action est très utile pour obtenir les fréquences de mouvement oscillatoire ou bien rotationnel, sans avoir à résoudre les équations du mouvement. On obtient donc ces fréquences sans avoir à résoudre les équations du mouvement. Nous allons commencer tout d'abord par parler de la définition de certains termes qui seront utiles lors de l'exposé de ce paragraphe sur les variables canoniques angle-action. Alors, on va commencer par un système à 1 degré de liberté. Ce système-là, 1 degré de liberté, pour ces systèmes, on peut avoir deux types de mouvements périodiques possibles. Ceci a été vu déjà dans l'exemple du pendule. Le premier mouvement périodique possible, c'est la libration ou mouvement oscillatoire. Dans ce mouvement-là, nous savons que les coordonnées Q et P sont des fonctions périodiques de même fréquence et que ces variables décrivent dans l'espace des phases une courbe fermée. Le mouvement oscillatoire est effectué autour du minimum du potentiel. Ou bien le mouvement de rotation. Le mouvement de rotation, il est dit aussi circulation. Dans ce mouvement-là, la coordonnée Q de T n'est plus une coordonnée bornée, mais la coordonnée P de T reste bornée. La trajectoire dans l'espace des phases n'est plus une courbe fermée, mais c'est une courbe ouverte. Donc ces deux mouvements-là périodiques, que ce soit la libration ou la rotation, sont les deux mouvements que l'on peut obtenir pour les systèmes à 1 degré de liberté. Sachant donc que la libration est obtenue lorsque la trajectoire de phase dans l'espace des phases est une courbe fermée, alors que le mouvement de rotation ou circulation
dans l'espace des phases, on a une courbe ouverte, mais pour laquelle la coordonnée P de t est bornée et l'autre coordonnée n'est plus bornée. Bien. Pour les systèmes à n degrés de liberté, nous savons que le point représentatif du système décrit dans l'espace des phases une trajectoire plus compliquée et que cette trajectoire ne permet pas de voir facilement les deux types de mouvements périodiques que nous avons cités ici. C'est ainsi que les trois définitions suivantes sont mises. Donc la définition 1, le mouvement d'un système à n degrés de liberté sera dit périodique si la projection de sa trajectoire de phase sur tout plan QI-PI est périodique dans le sens défini pour les systèmes de degré de liberté 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit que cette trajectoire-là, que la projection de cette trajectoire de phase dans le plan QI-PI est une courbe fermée, donc on aurait le mouvement vibratoire, ou bien c'est une courbe ouverte pour laquelle QI n'est plus borné et PI est borné, et c'est une courbe fermée. C'est une courbe ouverte. Alors dans ces conditions-là, le mouvement du système à n degrés de liberté sera dit périodique. La définition 2, on va prendre maintenant la période TI associée à une coordonnée QI dans le système à n degrés de liberté. Si cette période-là est la même pour tous les QI, c'est-à-dire pour toutes les coordonnées généralisées de mon système, alors le mouvement du système sera dit simplement périodique. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire lorsque la période n'est pas la même pour toutes les coordonnées généralisées, alors le mouvement est dit multiplement périodique ou bien quasi-périodique. Donc pour les systèmes à n degrés de liberté, on parle du mouvement périodique, simplement périodique, ou bien de mouvement multiplement périodique, ou bien quasi-périodique si vous voulez. C'est pour ces systèmes-là que nous considérerons dans la suite. Troisième définition, cette définition-là est déduite du théorème d'Arnolds-Liouville. Un système à n degrés de liberté est dit intégrable s'il existe n intégrales premières qui sont indépendantes, que nous notons IK, telles que le crochet de Poisson entre deux intégrales premières indépendantes parmi les IK. Le crochet de Poisson entre deux intégrales premières est nul. On dit que ces intégrales premières sont en évolution. Lorsque des intégrales premières vérifient ce crochet de Poisson, alors ces intégrales premières sont dites en involution. Sachant bien sûr que les coordonnées d'une part et les moments d'autre part vérifient cette propriété d'involution. Bien. Après ces définitions-là, après cette introduction-là, maintenant nous allons
exposer la méthode variable angle action. Bien sûr, nous considérons uniquement les systèmes intégrables à n degré de liberté. Donc on dispose de n invariants IK selon la définition 3, c'est-à-dire selon le théorème d'Arnold-Liouville. Utilisons alors la méthode de Hamilton-Jacobi que nous avons fait avant pour déterminer la transformation canonique appropriée à ce choix. C'est-à-dire au choix, on va chercher la transformation canonique associée au choix de variable angle action. Puisque le hamiltonien original, c'est-à-dire l'ancien hamiltonien de départ, ne dépend pas explicitement du temps, alors le nouvel hamiltonien K est simplement l'ancien hamiltonien dans lequel on a exprimé, on a remplacé les variables, les anciennes coordonnées généralisées et leur moment par les nouvelles coordonnées généralisées angle action. Nous allons noter alpha i, les nouvelles coordonnées généralisées, et gi, leur moment conjugué. C'est-à-dire alpha i, c'est les nouvelles coordonnées généralisées, et gi, c'est le nouveau moment généralisé. Il s'agit donc d'une notation ici. Alpha i, c'est l'angle, et gi, c'est l'action. Alors, plutôt que de chercher à définir directement les angles alpha i, nous allons commencer, d'après notre système qui est dit intégrable ici, par définir les impulsions généralisées gi. Nous savons que ces gi vérifient cette relation-là, c'est-à-dire que gi est égal à l'intégrale sur pi de qi sur une courbe fermée. Mais puisque le chemin d'intégration est implicitement donné par la fonction énergie constante E, parce que l'hamiltonien est constant, est indépendant du temps, donc on note H égale E, et cette relation-là, H égale E, permet donc pour chaque E d'obtenir une relation entre le couple QK et PK. Puisque le mouvement réel n'est pas impliqué dans cette intégration, ces impulsions généralisées GI sont donc des constantes du mouvement. On les exprime en fonction des n invariants IK. On va dire alors que les nouveaux moments généralisés GI sont des fonctions des IK. Et dans ces conditions-là, il est clair que GI est une constante. Si on note K, le nouveau hamiltonien transformé, alors J.I, d'après les équations de Hamilton, J.I est égal à moins DK sur D alpha I est égal à 0. Puisqu'il est égal à 0, je n'ai pas mis ici le signe moins, mais ce n'est pas grave. Je devrais les mettre, mais ce n'est pas grave. GI est égal à moins DK sur D alpha I est égal à 0. G.I c'est 0, cette dérivée c'est nul, donc égal 0. Ceci donc permet de dire que K est indépendant des alpha I. Il ne dépend alors que des GI. On pose alors K égale K de J. C'est-à-dire que le nouvel hamiltonien des coordonnées angle action
est un hamiltonien qui dépend uniquement des actions. Il ne dépend pas des angles. Bien. Les équations de Hamilton permettent donc d'écrire la deuxième équation, alpha point i est égal à d de k sur d de gi. Puisque k est une constante et gi est une constante, c'est déjà dit, alors alpha point i est une fonction de gi et donc est une constante. Elle est notée oméga i de j relativement à i de alpha. Donc oméga i de j est égal à constante, c'est-à-dire que la dérivée par rapport au temps de l'angle est une constante. Elle éclaire donc par conséquent que les coordonnées angulaires sont données par la relation suivante. Alpha i est égal à oméga it plus alpha i0 qui n'est autre que la constante d'intégration. Bien. Alors, on voit maintenant comment ces variables des relations sont déjà prêtes. C'est-à-dire que notre système, le départ, c'est un système, c'est le système intégrable qui possède donc n invariant ik. Donc, toujours on peut trouver des ji qui sont des fonctions des ik et que l'on peut prendre comme des moments. Parmi une expression qui permet donc d'obtenir les gi, c'est la relation suivante. Pour cette relation-là, la relation entre Pi et Qi est déduite pour chaque valeur de l'énergie E. Alors, ceci permet donc de dire que d'après la première relation, d'après cette relation-là, à partir qui lie le nouveau moment à la dérivée de k par rapport à la nouvelle coordonnée, donc cette dérivée-là est nulle, donc k ne dépend plus des angles, il ne dépend que des impulsions, de nouvelles impulsions. Et que donc, la première dérivée des angles est une constante. C'est-à-dire que l'angle est une fonction linéaire du temps. Bien. Maintenant, si l'ancienne coordonnée généralisée subit une oscillation ou une rotation de période t, l'angle d'action correspondante à alpha i varie de delta de alpha i est égal à oméga i fois la période t. Ces oméga i sont donc des fréquences. Ici l'angle et là le temps, donc ici c'est une fréquence. Alors la fréquence d'oscillation, rotation, pour l'associer à la coordonnée généralisée QK ou bien QI, c'est la même chose. En effet, nous savons que delta de alpha i est égal à l'intégrale, ici donc c'est un PI. Je reviens donc, après avoir effectué certaines corrections sur le manuscrit, pour expliquer cette équation-là. Donc nous avons vu que oméga i c'est une fréquence d'oscillation associée à la coordonnée généralisée QI. La variation de l'angle alpha i associée à cette coordonnée-là,
le long d'une période s'écrit alors delta de alpha i est par définition égale à l'intégrale sur le chemin fermé associé à la coordonnée QI, donc de d de alpha i sur d de QI, d de QI. D'après l'équation de Hamilton-Jacobi, nous savons que alpha i, nous pouvons le remplacer par d de W sur d de QI. Au sens de Hamilton-Jacobi, je dis, c'est-à-dire que W, c'est la fonction caractéristique la fonction caractéristique ou bien la fonction principale. Donc je fais sortir la dérivée par rapport à J parce que il est indépendante des QI. J'obtiens donc le résultat ici. Je remplace d de W sur d de QI d'après Hamilton-Jacobi par PI et j'obtiens donc cette intégrale là 6GI. Donc j'obtiens d de GI sur d de GI qui est égal à 1. L'égalité entre les deux variations de l'angle, delta alpha i et delta alpha i ici, permet donc d'écrire oméga i égale 1 sur t, c'est-à-dire c'est la fréquence associée à la coordonnée QI. Ici je devrais mettre en principe TI, mais c'est pas grave. Finalement, on a obtenu les équations suivantes, que les nouvelles coordonnées QI sont des angles que nous avons notés alpha i, qui sont des fonctions linéaires du temps, et que les nouvelles impulsions sont notées GI et sont des constantes parce qu'ils sont construits à partir des invariants du mouvement d'après le théorème d'Arnold-Liouville. Les nouvelles variables d'angle-action définissent dans l'espace des phases de dimension de n un volume noté Tn. Ce volume est en fait un hypertore invariant de dimension n. Il correspond ici à l'intersection des hypersurfaces IK égale constante. Remarque. Les QI, qui sont les angles, les moments PI, qui sont des moments angulaires, c'est-à-dire qu'ils possèdent les dimensions d'un moment cinétique, et les oméga i sont des fréquences. La transformation canonique complète construite ici, donc c'est qu'on passe de ce groupe QI-PI-H groupe angle-action nouveau hamiltonien K, qui est égal en principe à H, dans lequel on a remplacé les anciennes par les nouvelles coordonnées, et qui vérifie donc, K vérifie ces deux relations-là, c'est-à-dire que G.I est égal à 0 et alpha.I est égal à une constante. C'est donc la transformation recherchée. Les oméga i donc ont bien les dimensions d'une fréquence. Cette transformation est inversible et elle produit par inversion les QI de t et les PI de t. Donc voilà pour ce paragraphe. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.